l'entièreté, l'intégralité de la trilogie. Et je ne suis pas du tout un chroniqueur littéraire, mais je vais essayer de vous faire partager ce que j'ai ressenti et ce que vous pourrez trouver dans ce livre, sans vous spoiler, en vous spoilant, en vous divulgachant le moins possible. Alors déjà, je précise que c'est une trilogie qu'on pourrait qualifier de sexe, drogue and rock'n'roll. Donc les personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages, c'est un livre choral, ont ont une consommation assez importante de ces trois choses. Mais malgré tout, c'est une histoire, c'est une écriture qui est à la fois une belle écriture et qui est assez facile à lire et qui est assez addictive. Donc il y a beaucoup de personnages, même si parfois c'est un peu complexe à suivre, on n'est jamais vraiment perdu. Et c'est difficile de vous donner un pitch ou un résumé de l'histoire. C'est centré autour d'un personnage donc, qui est Vernon Subutex, qui est un ancien disquaire de rock'n'roll et qui essaye de... Non, qui n'essaye même pas, qui évolue dans la vie, qui rencontre des personnages qu'il a déjà croisés par le passé ou dont il fait la connaissance. Et en fait, tout ça est l'occasion pour l'auteur de faire en quelque sorte des portraits de ces personnages. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. C'est des portraits qui représentent un peu notre époque et qui permettent à l'auteur de faire passer beaucoup de choses, de choses sur l'état du monde actuel, sur beaucoup de thèmes, sur notamment la pauvreté, les rapports, les conflits de génération, les violences conjugales, beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'auteur peut permettre de faire passer des messages assez extrêmes dans un sens ou dans l'autre, sans forcément que ce soit son point de vue. C'est le point de vue des personnages. Parfois ça peut choquer, après libre à chacun je ne trouve pas exactement. Les personnages ne sont pas tous des modèles et leurs pensées sont parfois très excessives, mais c'est important, je trouve finalement, de confronter des points de vue sur des personnes qui sont de milieux socio-culturels très différents, ou d'origines très différentes. Et c'est en ça que c'est intéressant. Alors c'est un peu décousu, mais finalement, le roman, alors je dirais pas qu'il est décousu, mais il part dans beaucoup de sens. Et du coup, peut-être que ma critique reflète un peu cette idée-là. Que puis-je dire d'autre sur ce roman? Oui, il y a quand même un thème qui revient, c'est un thème assez important dans ce roman qui n'est pas sans évoquer la SMR, puisqu'il est question de son binôme, d'un genre assez inédit qui permettent finalement de lier certaines personnes entre elles, certaines personnes qui ne sauraient peut-être pas adresser la parole en temps normal. Et quelque part, je retrouve un peu de cette idée dans la communauté ASMR. C'est quelque chose d'assez bienveillant et qui relie des personnes réelles cette fois, qui ont des origines très différentes, des âges, voire des langues très différentes, des habitudes très différentes. Donc ça m'a un peu frappé. Après, je ne dis pas qu'elle pense à la SMR, d'ailleurs ce mot n'est pas prononcé, mais c'est un parallèle qui m'a assez frappé. Je vais peut-être vous lire un passage. Alors, il y a beaucoup de passages qui m'ont marqué, et je pourrais vous en lire beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je vais en sélectionner un parmi d'autres pour vous montrer à quel point, à mon sens, l'écriture parvient à être fluide et intéressante en même temps, et à lier la culture et la pop culture dans quelque chose d'assez qui a l'air assez évident. Voilà donc un tout petit extrait, j'aurais pu vous en lire beaucoup d'autres, mais bon, je manque de temps. Donc c'est une scène qui se passe dans une sorte d'auberge espagnole où il y a des personnes qui vivent plus ou moins en colocation, un peu une vie bohème. Écroulé sur un coussin, allongé par terre, Pablo joue compulsivement à un jeu
fait défiler sur son téléphone des images de l'ex-femme de David Bowie, une dame de 70 ans environ avec deux couettes. Elle participe à un truc genre maison des secrets. On lui dit que David est mort, on lui dit de ne le dire à personne, mais tout de suite, elle va voir une gamine et annonce David est mort, et la gamine comprend qu'elle parle d'un David qui fait partie de l'émission. Elle se met à hurler, et la vieille croit que c'est parce qu'elle aime David Bowie, mais la meuf est trop jeune pour savoir qui c'est, ou en avoir quoi que ce soit à foutre, alors c'est tout un bordel. Putain, vivement qu'on se remette de la mort de David Bowie dans cette maison. Voilà, donc ça évoque des faits qui sont réellement passés également, comme les attentats de 2015 et la mort de David Bowie, entre autres. Je passe au second livre de cette petite sélection. Donc il s'agit de YouTube derrière les écrans, écrit par Vincent Manilève. Alors ce n'est pas un roman comme vous l'avez compris, il s'agit d'un livre documentaire, d'un essai. Et ce n'est pas fait par un youtubeur célèbre comme vous le savez, il y a beaucoup de livres qui ont été fabriqués par des youtubeurs, enfin qui ont été lancés par des youtubeurs célèbres ces derniers temps, mais ça ce n'est pas un youtubeur célèbre, c'est un livre sur YouTube et non pas un youtubeur en particulier. Donc voilà, l'auteur a quand même une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans la description, où c'est une chaîne qui n'a plus d'activité actuellement. Elle en avait il y a quelques mois, quelques années. Donc elle est composée non pas de vidéos mais de podcasts qui parlent de certains thèmes autour de YouTube. Alors là encore un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui se lit très facilement. Pour moi qui connaissais assez peu YouTube, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses intéressantes à savoir sur YouTube. En particulier que, contrairement à ce qui est souvent dit, YouTube était initialement conçu comme un système de rencontres en ligne et non pas de partage de vidéos pures et simples. Et ça a rapidement évolué pour devenir ce que l'on sait. Alors, que dire de ce livre? Alors, l'auteur est visiblement passionné de la culture YouTube et ça se ressent et c'est intéressant. Parfois même, il est tellement passionné qu'il dit des choses qui m'ont laissé un peu perplexe. Bon, je suis peut-être trop âgé pour comprendre certains engouements ou certaines réactions. Alors, juste une des choses que j'en retiens quand même, c'est que YouTube actuellement, ça fonctionne. Alors, j'en avais un peu conscience, mais pas à ce point. Ça fonctionne beaucoup autour de la publicité. Donc, la publicité qui défile ou qui passe pendant, avant ou après les vidéos, mais aussi la publicité sous forme de placement de produits, partenariats et tout ça. Donc, alors, j'en avais conscience, mais pas à ce point-là. Après, l'auteur évoque l'idée que les auditeurs de YouTube, enfin les auditeurs, les spectateurs de YouTube ne sont pas dupes, en ont conscience que finalement ce n'est pas très grave, mais quand même ça laisse un petit goût amer de savoir que finalement la publicité façonne en quelque sorte YouTube et ce que vous êtes amené à regarder sur YouTube par défaut. Donc voilà, je suis peut-être un peu pessimiste, mais c'est un peu ce que j'en ai retenu. Après, il ne dit pas que ça, bien sûr, il parle de YouTube en tant que plateforme qui finalement rassemble des gens, des créateurs d'horizons très variés finalement, et qui pourraient peut-être survivre en dehors de YouTube. Donc voilà, c'est pas forcément une conclusion définitive, mais moi j'ai apprécié d'en apprendre un peu plus sur YouTube et sur son histoire